Donc, dans le jeu de base original, si je me souviens bien, on avait 8 types de monstres, ce qui était suffisant pour une campagne de 13 quêtes, ce qui est très peu suffisant pour un jeu qu'on espère pérenne. Par la suite, ils avaient sorti deux extensions, Karagvarn et le retour du sorcier, qui utilisaient ces mêmes monstres de base. Du coup, on se les recoltine, en gros, on se coltine 8 types de monstres pendant 30 quêtes. Et ça finit par lasser parce que euh, l'intérêt premier du jeu, c'est de découvrir des nouveaux types d'ennemis en fait. Donc cette version remasterisée propose un énorme paquet bestiaire en fait. Ce qui permet de véritablement varier ses parties. Alors je me suis basé, toujours dans l'optique de respecter le jeu, sur le bestiaire phénoménal de Warhammer, le jeu de bataille. Donc en prenant leur collection de figurines quoi. Donc du coup j'ai redessiné les figurines, toujours dans le type un peu old school, hein, qu'on leur revient au même truc, ça plaît ou ça plaît pas, hein, donc comment ça s'organise une carte monstre? Ici on a le type du monstre. Là on a les dés qu'il lance pour se défendre, les dés qu'il lance pour attaquer, son nombre de points d'esprit, son nombre de points de vie. Et ici on a son score de déplacement. Et enfin, la plupart des monstres ont une capacité spéciale. Une seule pour pas alourdir le truc et que ça reste assez simple. Donc on a toute une ribambelle de monstres. Ça implique d'avoir bien sûr une collection de figurines assez sympa. De manière générale, tous ceux qui jouent à Warhammer Battle peuvent clairement jouer à cette version remasterisée parce que je pense qu'ils ont largement assez en termes de stock de figurines. Il y a toujours possibilité d'utiliser des proxys bien sûr parce que par exemple on a trois variantes d'orques, on a des orques normaux, des orques sauvages, des orques noirs. On peut très bien supposer utiliser uniquement des figurines d'orques pour représenter ces trois types d'orques. Euh, Ensuite, je suppose que la plupart d'entre eux ont déjà des jeux de plateau avec figurines. Ça permet aussi de recycler ces figurines pour les jouer dans d'autres jeux, parce que le bestiaire reste assez classique dans son ensemble, et je pense que la majorité des jeux de plateau de type médiévaux fantastiques permettent de disposer de figurines qui ressemblent à s'y méprendre à celles proposées par cette version remasterisée. Donc voilà, je crois qu'on a une cinquantaine de monstres différents. Donc ça laisse des possibilités énormes quant à la création de scénarios. Dans la version originale, en France, nous, on n'avait pas eu droit à ces fameuses cartes sortilèges du chaos. C'est la version américaine du jeu qui les a introduits et qui permettait ainsi d'avoir des boss de donjons, des monstres spéciaux qui pouvaient lancer des sorts sur les héros. Et ça apporte quand même un gros plus. Au niveau de toutes les extensions officielles parues, il y a eu un paquet de ces sorts qui sont sortis, notamment pour les sorciers de Morcar. Il y avait 4 sorciers ennemis qui étaient inclus dans l'extension, chacun ayant 6 cartes de sorts. Donc ça faisait déjà 24 cartes sorts en plus de ceux du jeu de base. Donc j'ai remasterisé tout ça et je les ai adaptés de façon euh, à pouvoir se passer d'un maître de jeu. Parce que c'est vraiment le, le but premier de cette version, c'est vraiment de pouvoir jouer à HeroQuest sans maître de jeu. Parce que généralement, le maître du jeu, c'est celui qui se fait chier à placer ses petits mobiliers, ses petits monstres, et puis finalement qui a très peu de latitude d'action et qui n'est pas un vrai joueur. En tout cas, dans HeroQuest. Il me semblait logique en fait, surtout à l'époque actuelle des choses, de supprimer le rôle du joueur sorcier. Et je pense avoir réussi. Nous allons d'ailleurs passer à la présentation de tous les outils qui permettent de se passer du rôle de ce joueur. Donc là, même chose, on a vraiment un paquet assez conséquent qui permet de bien personnaliser les différents boss du jeu parce que
On voit qu'il y a des thématiques. Par exemple, là on a lame effilée, c'est de la magie peau verte. Donc ça concerne tout ce qui est gobelin, orc et tout ça. Et ici on a un sort de nécromancie. Donc chaque carte appartient à une grande famille de sortilèges du chaos. Donc il devient très facile finalement de thématiser un paquet. Enfin, au cours d'une partie, on n'utilise jamais tout le paquet, mais lors de la mise en place d'un scénario, on nous a dit clairement quel type de carte utiliser. Donc le gros défaut d'HeroQuest à la base, outre son rôle ingrat de maître du jeu, c'était que les quêtes étaient figées. À savoir qu'il y avait un plan du plateau, et en fonction des actions des héros, le maître du jeu plaçait au fur et à mesure les éléments sur le plateau, à savoir les monstres, les portes et les éléments de mobilier. Donc c'est très bien, hein, c'est le propre du dungeon crawler de faire la part belle à la découverte d'un lieu. Le souci, c'est que les quêtes n'étaient pas rejouables, quoi. En fait, on faisait une fois la quête et on se souvenait après vaguement de l'architecture du lieu et on savait qu'à tel endroit fallait pas y aller, etc. Nous avons ici le cœur du système de génération de donjons, en fait. Et principalement ces deux paquets-là. Donc on a un paquet qui concerne les couloirs du plateau et un paquet qui concerne les pièces, tout simplement. Donc quand un joueur découvre un nouveau couloir, il pioche simplement une carte exploration couloir. Là on voit que le couloir n'est pas fermé, ne possède pas de porte, et on nous dit de piocher une carte matrice. Les cartes matrices vont apparaître des monstres, j'y viendrai plus tard. Donc il y a toute une série comme ça d'iconographie. Par exemple ce couloir là, il est vide. Celui-là, on nous dit de placer une porte, et le P signifie vers une pièce. Il y a également un symbole avec un C, ça veut dire que la porte doit être placée vers un couloir. Et toujours pareil, on pioche une carte matrice. Les couloirs, de manière générale, sont plutôt simples à générer, contrairement aux pièces qui comportent plus d'éléments. Par exemple, dans ce couloir-là, on nous dit de placer un jeton ébouli, autrement dit un mur, pour fermer le couloir, à 10 cases du héros. C'est-à-dire que le héros arrive à une intersection de couloirs, il doit générer ce couloir, il compte 10 cases et il place ce jeton pour fermer le couloir. Je reviendrai aussi sur le plateau de jeu qui est un plateau fixe, comme dans le jeu original, plutôt que d'utiliser des tuiles, et qui est cependant très modulable grâce justement à ces jetons de mur qui sont placés un peu aléatoirement, et également au nombre de portes. D'ailleurs sur cette carte on remarque un autre icône, qui est l'icône verrou, qui signifie que la porte est verrouillée. Donc il y a tout un système géré par un autre paquet de cartes, qui est le paquet de cartes serrures, qui permet de crocheter des serrures ou de forcer des portes, ce genre de choses. Le paquet pièces maintenant fonctionne de la même manière, sauf que il inclut également des cartes mobilier, ce qui permet de placer du mobilier dans les pièces. Il n'y a pas de mobilier à proprement parler dans les couloirs. Donc quand ça arrive, on pioche simplement une carte mobilier et ça nous dit quoi placer. Donc là par exemple on a la table numéro 1, parce qu'il peut y avoir plusieurs tables dans un donjon, et puis là on nous indique la marche à suivre. A savoir que tous les mobiliers peuvent être fouillés par les héros via une action. Et le contenu de chaque mobilier est indiqué par le livret de scénario en fait. Donc chaque contenu de mobilier est spécifique à un scénario, ce qui permet de thématiser également tout ce qu'on va trouver dans un donjon. Donc la version remasterisée du jeu vient également avec cette tablette qui est appelée tablette de gestion en fait. On peut voir en haut qu'il y a une piste numérotée de 1 à 25 qui est appelée piste événement. Cette tablette de gestion permet de gérer automatiquement le tour du joueur sorcier en fait. De manière assez simple, il suffit de lire de gauche à droite la tablette et de haut en bas. Et on résout tout simplement le tour du joueur sorcier à chaque fois. Donc dans un premier temps, on a des marqueurs en fait sur cette piste
qui sont l'emplacement de ces marqueurs est déterminé par le scénario. Par exemple, lors de la mise en place du scénario, on va nous dire placer un jeton, les jetons suivants sur les cases de la piste événement. Donc par exemple un jeton sur la case 6, un jeton sur la case 10, 14, 17, etc. Et notre jeton événement part à 1. Au début de chaque tour du joueur sorcier, on lance un dé blanc. Si on n'obtient pas un bouclier blanc, on avance le jeton événement d'une case. Tout simplement. Si le jeton arrive sur une case qui contient déjà un autre jeton, on défausse ce jeton et on va lire le paragraphe événement 6 dans le livret de scénario. Et on verra quel événement va se déclencher. Les événements peuvent être de nature très diverse, comme faire apparaître des monstres, ou aider à raconter l'histoire, ou voire même déclencher des événements qui vont permettre aux héros d'avancer dans leur exploration du donjon. Ensuite, on peut voir qu'il y a des cartes monstres placées. Il y en a exactement 5. C'est ce qui permet de déterminer la nature des monstres qu'on va potentiellement rencontrer dans ce donjon. Par exemple ici on a le monstre de type A, le monstre de type B, le monstre de type C, le monstre de type D, le monstre de type E. De manière générale, le monstre de type A est le plus courant, celui qu'on va rencontrer assez régulièrement. Le B un peu moins, le C c'est un peu le chef des monstres A et B. Les monstres D et E sont des monstres très rares qui sont généralement puissants. Donc ce simple système permet une modularité du donjon exemplaire. Enfin, il y a des lieux qui imposent de piocher une carte matrice comme on a pu le voir précédemment. Donc on pioche une carte matrice et cette carte matrice s'adapte au nombre de héros qui sont en jeu. À savoir qu'un héros mort pendant la partie compte quand même dans ce nombre de héros. Mettons que vous partez à 2 héros pour une quête, s'il y en a un des deux qui meurt, on reste toujours au nombre 2. Donc on consulte du coup la ligne du nombre de héros avec lequel on joue. Donc mettons qu'on joue à 2 héros, on nous dit qu'il y a un monstre de type B et un monstre de type C. Il n'y a pas de monstre de type D, il n'y a pas de monstre de type E, il n'y a pas de monstre de type A. Du coup, on nous dit un B et un C, on va consulter la tablette. Un B, il y a donc un orc noir à placer sur le plateau et un Fimir à placer sur le plateau. Ce système tout simple permet d'avoir des cartes génériques qui vont être différentes en fonction de la mise en place de cette tablette qui est déterminée par le scénario que vous jouez. Donc, certaines cartes matrices, une fois résolues, possèdent une icône en bas qui s'appelle l'icône de changement de population. Donc on peut voir sur la tablette de gestion qu'ici on retrouve cette icône. Et lorsque l'on découvre une icône de changement de population sur une carte matrice, on avance le marqueur de la piste sur la case suivante. Donc là on arrive sur la case B, ce qui veut dire que l'on doit changer de place la carte B avec la précédente. Donc l'orque noir va devenir le monstre de type A et l'orque le monstre de type B. Si jamais on devait changer de place le monstre de type A avec la carte précédente, il n'y en a donc pas. On changera donc la carte B avec la A, tout simplement. Cette piste a aussi une autre fonction, puisqu'elle détermine la nature du monstre errant. Il arrive parfois, lorsque les héros vont chercher des trésors, de tomber sur une carte qui doit faire apparaître un monstre errant, ou parfois des événements vont faire apparaître des monstres errants. Ce simple marqueur suffira alors à déterminer quelle sera la nature de ce monstre errant. Autrement dit, là, le jeton est sur B, le monstre errant sera un orque noir, tout simplement. Ensuite, on peut voir sur cette tablette qu'il y a des séries d'icônes faisant référence aux héros, et que chaque série est associée à un type de monstre. Donc on a une ligne en haut et une ligne en bas. Ces lignes sont les ordres de ciblage. Donc ça permet de déterminer un ordre de priorité pour le monstre. Comment agissent les monstres? C'est très simple. Ils s'activent toujours en fonction de ce jeton. Par exemple, on va commencer par activer le monstre B, puis le C, puis le D, puis le E, et enfin le A.
Si jamais ce jeton était sur une case E, on activera en premier le monstre E, puis on activera le A, le B, le C et enfin le D. Pour activer un monstre, c'est simple, on détermine d'abord sa cible. Donc par exemple, pour un orque noir, il attaquera d'abord le nain. Si le nain n'est pas en jeu, il attaquera l'elfe. Si l'elfe n'est pas en jeu, il attaquera le clerc, etc. etc. Grosso modo, c'est aussi simple que ça. Vous me direz, c'est très prévisible du coup, puisqu'on a toujours sous les yeux les ordres de ciblage. Eh bien non, parce que à aucun moment on ne sait quel ordre de ciblage va être utilisé, si ce sera celui du dessus ou celui du bas. Comment on détermine lequel on va utiliser? Lorsqu'on lance le dé pour savoir si la piste événement va avancer, sur un crâne, on utilisera la piste du haut, et pour tout autre résultat, on utilisera la piste du bas. Une fois que tous les monstres ont été activés, le tour du joueur sorcier est terminé, et un nouveau tour de héros peut reprendre. Donc nous allons parler un peu des cartes serrures, qui est un nouveau mécanisme introduit par cette version remasterisée. On a pu voir que les cartes exploration de pièces ou couloirs peuvent faire apparaître des portes avec des verrous. Lorsque ça arrive, si on désire ouvrir une telle porte, on pioche simplement une carte serrure. La carte serrure propose une combinaison. Et si on désire la crocheter, il suffit alors de lancer 6 dés blancs et d'obtenir le résultat indiqué ici. Sachant qu'on a droit à 3 lancers. En gros, c'est simplement du Yams qui est rethématisé avec les dés, quoi. Donc, par exemple, ici on a un crâne, 2 crânes, donc on va les garder. On a un bouclier noir. Et du coup, il nous manque un crâne et 2 boucliers blancs pour pouvoir crocheter cette serrure. Donc on va faire le deuxième lancer. Là, on a notre crâne, mais il nous manque toujours nos 2 boucliers blancs. Et on a droit à un dernier lancer. Et malheureusement, on n'en a qu'un. Il reste une option, un héros peut dépenser un point d'esprit pour relancer les dés. Et il peut le faire autant de fois qu'il lui reste au moins un point d'esprit. Donc mettons qu'il le fasse, paf, là c'est toujours pas réussi. Il décide de s'arrêter là, la serrure n'est pas crochetée, donc cette carte reste en jeu, et le héros pourra éventuellement tenter de la crocheter au prochain tour. Ou un héros prenant son tour juste après pourra essayer à son tour de crocheter la serrure. Par contre, il y a un problème, crocheter les serrures n'est pas sans risque. Lorsqu'on échoue, on doit repiocher une carte serrure. Et là, on consulte uniquement cette partie-là. Si ça indique un échec de crochetage, on résout ce truc-là. Par exemple, là, on nous dit que le mécanisme de la serrure se brise et qu'on est contraint désormais de forcer cette porte et qu'on ne peut plus la crocheter. Si jamais on avait pioché une carte qui donnait un échec de forçage, rien ne se passe et on peut continuer tranquillement de crocheter notre serrure. Ces cartes serrures servent donc à crocheter des serrures, mais également à les forcer. Par exemple, là on peut voir que cette serrure elle a 3 points de vie et qu'elle lance 3 dés pour se défendre. Elle se défend avec les mêmes boucliers que les monstres. Donc un héros qui désire forcer une serrure va effectuer 3 attaques consécutives contre la serrure. Enfin, jusqu'à 3 attaques. Si au bout de ces 3 attaques il parvient à retirer les 3 points de vie de la serrure, la serrure est capoute. Et on défausse la carte serrure, la porte peut s'ouvrir normalement. Si par contre il rate, comme pour la carte crochetage, on va piocher une carte serrure et vérifier qu'il n'y a pas un échec de forçage. Donc là c'est pas le cas, donc il ne se sera rien passé, mais juste pour l'exemple, échec de forçage, vous y êtes presque, effectuez un test de force, sur une réussite la porte s'ouvre, sinon vous perdez un point de vie. On suppose que le héros s'est pété l'épaule en essayant d'enfoncer la porte. Donc viennent ensuite les 3 paquets qui permettent au héros d'effectuer des recherches dans le donjon. Tout d'abord, dans les pièces, les héros peuvent chercher des trésors. On ne peut chercher un trésor qu'une seule fois par pièce. Pour ce faire, c'est simple, il suffit de piocher une carte.
Mais voilà, par exemple, là on nous dit cache au trésor, il y a un petit texte d'illustration, et on voit ce qu'il peut trouver. Et à la fin, la carte nous dit ce qu'on doit en faire. Donc là on nous dit défausser la carte. Il y a plusieurs effets, toujours défausser, de manière générale c'est défausser, mais il y a un effet, là par exemple ça, on a conservé, ça veut dire qu'on la garde sur sa fiche de héros et qu'on peut la résoudre quand on voudra. Et on a aussi un effet rechargé, donc ça en général ce sont des cartes à effet destructeur pour les héros. Ça veut dire qu'on résout la carte et ensuite on la remélange dans le paquet. Donc potentiellement on peut la retrouver. En gros, plus on va fouiller et plus on est sûr de trouver des choses mauvaises, puisque les choses mauvaises sont généralement rechargées dans le paquet. Si les héros se trouvent dans un lieu qui est adjacent à un lieu qui n'est pas accessible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de porte ou de passage pour y aller, ils peuvent chercher une porte secrète pour potentiellement y aller. Donc il suffit de piocher une carte, et là on nous dit qu'il n'y a pas de porte secrète. Une fois que le lieu a été fouillé pour une porte secrète, il ne peut plus être fouillé, ce qui est logique. En gros, on a déterminé qu'il n'y avait pas de porte secrète dans ce lieu. Par exemple, cette carte nous dit qu'il y a une porte secrète. La porte secrète doit mener vers une pièce. Si c'était vers un couloir, il y aura un C, comme pour les cartes exploration et les portes. Donc on place un jeton porte secrète vers une pièce, et dans cette porte secrète, il y aura une porte verrouillée vers un couloir, et on piochera une carte matrice pour déterminer s'il y a des monstres dans le lieu. Enfin, on en arrive au système de piège, et donc au fameux système 2D de piège. Les héros ont la possibilité de sécuriser des lieux, c'est-à-dire dans un lieu sécurisé, il ne peut plus jamais se déclencher de piège. Quand les héros se déplacent dans un lieu non sécurisé, ils doivent lancer leur dé de piège au début de leur déplacement. Donc le barbare par exemple, il a 2 dés de piège. Donc, il commence un déplacement, il le lance, et malheureusement il obtient un bouclier noir, ce qui implique pour lui de piocher une carte piège. Il pioche une carte et là on lui dit qu'il n'y a pas de piège, donc il peut continuer son déplacement et la carte est mise dans la défausse. Si jamais il entreprend l'action rechercher un piège dans le lieu, il va piocher une carte qui lui dit également pas de piège. La seule différence, c'est que comme il a effectué une recherche, le lieu est désormais considéré comme sécurisé. Ça veut dire qu'il va placer une petite gemme rouge sur le plateau pour signifier que ce lieu est sécurisé et que plus aucun piège ne pourra s'y déclencher. Autrement dit, le héros qui se déplace dans ce lieu sécurisé ne lancera plus ses dés de piège. Et une fois que la recherche est terminée, la carte pas de piège est remélangée dans le paquet piège. Donc ça permet aussi d'amoindrir le nombre de cartes mauvaises dans ce paquet en recherchant des pièges. Si jamais le héros tombe sur une carte piège, on va placer le jeton, on va suivre les instructions. A savoir que certains pièges peuvent être désamorcés et détectés. Donc celui-là par exemple est un piège qui ne peut pas être détecté puisque l'icône de détection est rouge. Donc si jamais au cours d'une recherche de piège il avait pioché cette carte, le piège se serait déclenché sur sa case et le lieu aurait été sécurisé juste après. De même, s'il a une trousse à outils et qu'il veut désamorcer ce piège, il ne pourra pas puisque l'icône de désamorçage est rouge. Donc de manière générale, les pièges sont quand même détectables et désamorçables. Là, je suis tombé encore sur une carte spéciale. On va attaquer un peu la façon dont s'organisent les scénarios, car la version remasterisée d'HeroQuest, comme le jeu original d'ailleurs, est un jeu à scénario. Qui garantit que chaque partie sera absolument différente et thématisera un peu votre aventure. Donc un livret de scénario, c'est un simple livret au format A5 pour que ce soit moins encombrant sur une table déjà bien encombrée avec toutes les cartes. Donc dans un premier temps, on a un prologue à lire qui nous plonge un peu dans l'ambiance et nous pose un peu le but de notre mission ou le mystère qu'on doit élucider. Et ensuite on a une page très importante qui est la page de mise en place. Dans cette page de mise en place, on nous indique clairement comment composer chacun des paquets qui va nous faire vivre notre aventure. Par exemple, pour le paquet exploration pièces, on nous dit de prendre 4 cartes au hasard et d'ajouter la carte A et B. Ça j'y viendrai plus tard, ce sont des cartes déclencheuses.
De même pour le paquet couloir, on nous dit de piocher 15 cartes. Pareil, mobilier, on a des listings à chaque fois à respecter. Donc les monstres, ça ce sont les monstres à placer sur la tablette de gestion qu'on a vu précédemment. Par exemple, on nous dit de placer la carte monstre Snotling sur l'emplacement A, puis Gobelin sur l'emplacement B, Gobelin de la nuit sur le C, Orc sur le D et Squeak sur le E. Le paquet trésor, la piste événement, donc là on nous dit de placer des jetons sur les cases 5, 8, 12, 15, etc. On a une réserve, donc ça c'est une zone de jeu qui met de côté des cartes qui vont nous servir pendant la partie, puisque des cartes seront potentiellement ajoutées à leur paquet respectif en cours de jeu en fonction des actions des héros. Donc le paquet piège, porte secrète, équipement, potions, etc. Faut pas se leurrer, la mise en place prend quand même du temps. Quand on a une boîte bien rangée, par exemple, ici on peut voir qu'il y a des intercalaires et tout qui permettent de bien ranger la boîte. Et c'est essentiel pour avoir une mise en place assez fluide et rapide. De manière générale, mettre en place un scénario dure une demi-heure. Pour des parties allant de 3 à 5 heures, ça dépend si on joue en solo ou avec des joueurs bavards ou autre. Et on nous indique aussi comment gérer le lieu de départ, autrement dit le premier lieu où les héros vont commencer leur aventure. Voilà, et ensuite, tout ça n'est pas à lire, une fois la mise en place effectuée, la partie commence. Et ensuite, on a plusieurs sections, à savoir exploration pièces, on a la section mobilier, la section piste dialogue qui est spécifique, il n'y en a pas dans tous les scénarios, et la section piste événement. Donc quand on tombe sur une carte spéciale déclencheuse, il faut se référer au livret de scénario. Par exemple, si jamais on pioche la carte exploration numéro A, on va aller dans la section exploration pièce et consulter la note pièce A. Ça va donc nous raconter ce qui se passe, éventuellement nous indiquer des mises en place spéciales pour cette pièce, et peut-être nous dire aussi d'ajouter des cartes de la réserve qu'on a mis au préalable de côté dans le paquet exploration pièces, pour potentiellement déclencher des nouvelles pièces qu'on pourra découvrir. De même pour la section mobilier, quand un héros décide de fouiller un mobilier, il va se rendre dans cette section. Donc mettons qu'il soit adjacent à un coffre à trésor, il décide d'ouvrir ce coffre à trésor, il va consulter la note coffre à trésor numéro 1 ou numéro 2 si c'était le coffre à trésor numéro 2, et la note va lui dire ce qui se trouvera dans ce coffre. Donc c'est très simple, et la piste événement pareil, lorsque le marqueur événement arrive sur la case événement numéro 5 par exemple, on va lire l'événement numéro 5 et résoudre ce qui est écrit dessus. Donc justement les cartes déclencheuses sont des cartes spéciales, il y en a tout un paquet. Par exemple on a des cartes déclencheuses mobilier qui vont de A à C il me semble, ouais. Et du coup qui sont ajoutés au paquet. Donc quand on pioche une telle carte, voilà, c'est marqué sur la carte, consultez la note déclencheuse mobilier numéro C du livret du scénario en cours, tout simplement. Donc on va se référer au livret du scénario et voir ce qui se passe. Donc pareil, matrice, le paquet matrice possède également des cartes spéciales, ce qui permet de, par exemple, faire introduire des monstres spéciaux liés au scénario via ces cartes-là. Donc même chose, on peut trouver des portes secrètes spéciales, voire même personnaliser ces pièges aussi. Parce que toutes ces cartes déclencheuses permettent de personnaliser des cartes sans avoir à en réimprimer à chaque scénario. Ça permet d'avoir des données génériques qu'on peut thématiser via un livret de scénario qu'on développera soi-même. Et surtout ça permet pour un même scénario d'avoir des parties très très différentes. Donc chaque scénario est rejouable à l'infini quasiment. Donc sinon comment le jeu s'adapte, adapte sa difficulté à l'avancement des héros? Tout simplement grâce au paquet matrice. Donc on peut voir qu'on a des icônes de couleurs en haut de la carte. Donc là on a
des icônes vertes, des icônes orange et des icônes rouges. Les cartes vertes sont celles de base, qui sont les plus simples. Donc le paquet matrice, au début d'une campagne, est toujours entièrement vert. Et par la suite, on va introduire progressivement des cartes orange et rouge, qui sont bien plus redoutables et font popper beaucoup plus de monstres, et des monstres aussi beaucoup plus rares. Par exemple, là on peut voir que des monstres dés, il y en a beaucoup plus que sur une carte verte. De manière générale, à la fin d'une quête, on va retirer au hasard une carte verte du paquet et ajouter une carte orange au hasard dans ce paquet. Que la quête soit réussie ou non d'ailleurs, peu importe. On ajoutera à la fin de chaque quête, on ajoutera toujours une carte de cette manière. Si jamais ce paquet venait à devenir entièrement orange, dans ces cas-là, on enlèvera une carte orange et on ajoutera une carte rouge. Une fois que le paquet est entièrement rouge, il ne peut plus évoluer. Et la campagne, en gros, on fait une dernière partie et la campagne est terminée. Et il faudra par la suite en recommencer une nouvelle avec de nouveaux héros, etc. Mais ça garantit de jouer au moins 32 scénarios avant d'avoir un paquet entièrement rouge. Après, il est possible de faire des campagnes plus courtes. Il suffit simplement d'ajouter 2 cartes au lieu d'une à chaque fin de quête. Donc, par exemple, dans le paquet vert, on va en virer 2 et en ajouter 2 orange. Du coup, le rythme sera plus soutenu et ça permettra de faire des campagnes de 16 quêtes au lieu de 32 quêtes. Toujours concernant l'avancée du jeu en campagne, je reviens sur les cartes de niveau des héros. J'ai dit au tout début que les héros pouvaient passer au niveau 2 puis au niveau 3. Cela se fait en faisant des étapes de ville. Et en dépensant de l'argent, les héros pourront acquérir une carte de profil. Donc là par exemple j'ai la carte de profil de l'assassin Elfeling qui est niveau 2 et qui viendra du coup remplacer son profil de base. Voilà. Et si jamais il évolue en niveau 3, il suffit de retourner la carte et l'Elfeling passera en niveau 3. Qu'est-ce que ça change ? Ça change beaucoup de choses puisque au niveau de ses caractéristiques par exemple on peut voir au niveau de la dextérité qu'il a un dé en plus et également que ses résultats ne sont forcément pas les mêmes à obtenir. Donc il va devenir de plus en plus performant sur les tests, il va également gagner des points de vie et des points d'esprit. Par exemple ses cartes subterfuge en niveau 3 il en a 10 au lieu de 8. Entre les différentes quêtes, le livret de scénario proposera parfois aux héros d'effectuer des étapes de ville. C'est géré également par un paquet de cartes. Par exemple, le livret de scénario dira effectuer une étape de ville en piochant 6 cartes. Donc on prend les cartes, on les met les unes à la suite des autres. 3 et 6. Voilà, on peut voir que dans cette ville on trouvera une auberge, un apothicaire, une guilde, une garnison, une forge et une armurerie. Il peut arriver que les cartes villes déclenchent des événements qui doivent être résolus avant de pouvoir effectuer l'étape de ville. Par exemple ici on a des bandits, il y a marqué événement, donc cette carte est résolue avant que tout se passe, quoi. Donc chaque héros a droit à une action de ville, c'est-à-dire que le héros doit décider sur quelle carte il se rend. Donc le héros place sa figurine sur la carte, puis ensuite il résout la carte, il a le choix entre plusieurs actions. Par exemple à l'auberge il peut boire, manger ou dormir, ce qui paraît logique. S'il va chez l'apothicaire il peut vendre ou acheter des potions. La boutique on sait ce qu'elle contient en piochant un nombre de cartes potions. Il est aussi possible de marchander en faisant des tests de sociabilité. Et la guilde, c'est ce dont je vous parlais pour augmenter le niveau du héros. Par exemple, en se rendant à la guilde, un héros peut s'entraîner et passer au niveau supérieur. Par exemple, s'il veut passer au niveau 2, ça lui coûtera 1500 pièces d'or et au niveau 3, 3000 pièces d'or. Au cours de leurs aventures, les héros pourront potentiellement trouver des personnages non joueurs qui se rallieront à leur groupe
ou voire même enrôler des personnages qui pourront les aider dans leurs aventures, moyennant finance bien sûr. Donc il y a tout un type de personnages différents. On a par exemple des hallebardiers qui sont des hommes d'armes. Donc ça fonctionne comme les cartes monstres, on a leur capacité d'attaque, de défense, les points de vie et les points d'esprit, leur score de déplacement et leur dé de piège bien évidemment. Et ici on a la liste des actions qu'ils peuvent effectuer pendant leur activation. En général, quand il y a un prix sur la carte, ça veut dire qu'à chaque fin de quête, il faut payer leur solde, sinon ils s'en vont et ils vont trouver un autre employeur. Donc ça, ce sont des hommes d'armes, donc plutôt des gens qu'on peut embaucher. À côté de ça, il y a des personnages dits non-joueurs, des PNJ, pour ceux qui font du jeu de rôle, ils savent de quoi je parle. Et ces personnages sont assez nombreux, ont des actions diverses également, et généralement doivent être sauvés dans le scénario, mais pas que, ils peuvent aussi être partie intégrante du scénario et faire avancer l'histoire si on prend le temps de discuter avec eux. Car oui, on peut discuter avec eux même sans un maître de jeu, car j'ai inventé un système de dialogue. Mais je vais vous en parler très vite. Comment ces personnages sont ciblés par les monstres? Ils sont tout simplement en première position dans l'ordre de ciblage. Donc les monstres vont d'abord les attaquer. Ils servent du coup de bouclier, mais votre objectif est aussi de les protéger, sinon vous perdez la quête. Donc c'est un peu à double tranchant. Et comment on arrive à se repérer entre eux? Eh bien, ils ont des numéros de ciblage en fait, tout simplement. Donc par exemple, le capitaine de la garde sera ciblé en premier par rapport à la noble dame, etc., etc. Donc ça permet de s'y retrouver si jamais vous en avez plusieurs avec vous. À côté de ça, on a des personnages, comment dire, on pourrait dire narratifs, quoi, qui sont un peu des fils rouges entre plusieurs quêtes. Par exemple, le capitaine Barbossa est clairement un personnage pas générique, contrairement à un capitaine de la garde ou une noble dame, qui peuvent servir à plusieurs choses. Le capitaine Barbossa, c'est le capitaine Barbossa, et il sera rencontré dans des scénarios précis, on ne peut pas le piocher comme ça au hasard, quoi. Enfin, pour finir cette longue et interminable présentation du matériel de cette version remasterisée, je vais vous parler vite fait de la tablette de dialogue, qu'on peut aussi retrouver sous forme de fiches dans le livret de règles, une fiche à photocopier qui est peut-être plus pratique que la tablette. C'est simplement des cases numérotées de 1 à 12 qu'il faut cocher au fur et à mesure de l'avancée du dialogue avec le personnage. Donc comment ça marche? Un héros dans le même lieu qu'un personnage qui est identifié par la carte peut dialoguer avec ce personnage. Donc on voit que ce personnage là est associé à la piste de dialogue 1, il y a également une seconde piste de dialogue. Quand on trouve ce personnage dans un scénario et qu'on peut discuter avec lui, le scénario nous dit d'initialiser sa piste de dialogue en cochant certaines cases qui ne seront du coup pas accessibles. Pour l'instant en tout cas. Donc par exemple, la case 2 ne sera pas accessible, la case 3 non plus. Quand on dialogue avec un personnage, il suffit de lancer 2 dés. Donc là je fais 7 par exemple. On consulte la case 7. La case 7 est libre, elle n'est donc pas condamnée. Donc on va la condamner. Et dans le livret de scénario, on va chercher la piste dialogue 1 et lire le dialogue numéro 7, tout simplement. Ce dialogue numéro 7 peut potentiellement déclencher d'autres dialogues qui n'étaient pas disponibles avant. Par exemple, on va lire le dialogue 7 et il va nous dire désormais enlever le marqueur de la case numéro 2. Donc très bien, ça veut dire que le dialogue 2 sera accessible. Si jamais en lançant les dés, je tombe sur une case qui est obstruée, par exemple la 3, on a un dialogue condamné, le numéro 3 n'est pas disponible, on ajoute 1 au résultat du dé jusqu'à obtenir une case libre. Donc là 3 plus 1 ça fait 4, donc on va lire le dialogue 4. Ce simple système de dialogue, qui paraît carrément ardu comme ça, mais qui est très simple à utiliser en fait, permet d'introduire des personnages vivants, contrôlés directement par le jeu finalement. Parce qu'on peut très bien avoir des scénarios qui, via la piste d'événements de la tablette de gestion, va déclencher des choses qui feront agir de lui-même le personnage.
le personnage non joueur. Donc ça peut créer des surprises pour les joueurs qui pensaient contrôler un personnage qui au final a sa personnalité propre. Autre chose, le système de dialogue peut aussi tenir compte des actions des personnages. Par exemple, un personnage tombe sur le dialogue 7, il le résout, et là on lui donne le choix de, par exemple, taper Albrecht parce qu'il devient insupportable, ou au contraire de l'encourager dans son délire. Et mettons que s'il le tape, on va désencombrer la case 6 du dialogue. Et si on l'encourage dans ces machins, on va encombrer la case 6 et on va désencombrer la case 11. Et du coup, il se passera des choses a posteriori quand on lui reparlera, qui seront en lien avec ce que les héros ont fait.